Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à présenter le projet Lithoscope. Avant de démarrer, je voudrais me présenter. Je travaille dans l'unité environnement et climat de l'entreprise CLS, qui a été créée il y a une trentaine d'années par le CNES pour opérer le système Argos dans un premier temps, puis les systèmes de satellite altimétriques, puis plein d'autres choses depuis. Je suis responsable du pôle solutions innovation au sein de cette unité et on travaille à la fois sur les aspects océanographiques, terrestres et hydrologie continentale pour développer des services à valeur ajoutée pour les territoires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet, donc du projet Lithoscope, qui a fait partie de la première vague de projets de l'Observatoire spatial du climat, du SCO. C'est un projet qui a été financé par le CNES et avec qui on a aussi collaboré. Donc on a travaillé avec le laboratoire d'observation terrestre de la Terre, le Laboté du CNES, et aussi en partenariat avec le BRGM, qui a aidé à valider aussi la méthode partiellement sur des zones d'études. Donc l'objectif du projet était de développer une méthode... Alors il faut que j'apprenne à passer les slides. Hop. Une méthode réplicable basée sur les données satellites pour estimer les futurs risques de submersion en zone côtière. C'est un projet en fait qui a été fait sur 2 territoires de démonstration qui ont été choisis, donc un côté Méditerranée et un côté Atlantique, tout près d'ici à Gavre. L'objectif était d'avoir des territoires où les problématiques étaient connues, déjà étudiées, afin d'avoir une base de validation. Mais clairement, l'objectif de la méthode qu'on a mis en place, c'était de pouvoir s'appliquer un peu n'importe où, et en particulier sur des littoraux qui étaient peu ou pas étudiés, à l'aide de la capacité des satellites en fait à observer à la fois la surface océanique et la surface terrestre, sans contrainte d'instrumentation locale. Donc on a cherché à combiner les observations satellites pour éclairer les territoires côtiers sur leurs futurs risques de submersion. Pour cela, on a tout d'abord utilisé de l'imagerie optique satellite très haute résolution. On a utilisé pour ça le système Dynamis afin de calculer, j'y reviendrai après, des modèles numériques de terrain basés sur cette observation. Et on a aussi utilisé l'altimétrie satellite, que l'on connaît très bien à CLS, et donc la montée du niveau moyen des mers, pour caractériser ce qui va se passer dans le futur, aussi à proximité des zones côtières. Donc ça, c'est voilà, des jeux de données qui sont disponibles sur le portail Audatis. Donc comme je le disais, on a utilisé des tristéréo-pléiades dans le cadre de ce projet pour, sur les 2 territoires, estimer des modèles numériques de terrain. Donc toute la chaîne de traitement du modèle numérique de surface en retirant le bâti, la canopée, afin d'obtenir un modèle numérique de terrain qui nous sert à faire nos calculs de submersion. Et de l'autre côté, utiliser les données d'observation de la hauteur des mers par satellite altimétrique, donc en prenant les 30 dernières années d'observation. Donc là, vous avez un exemple de la courbe globale que vous devez connaître, donc qui montre depuis les années 90 une tendance de 3,3 mm par an à l'échelle mondiale, avec une incertitude de 0,4 mm. Il faut savoir que vous le savez tous, je suis sûre, cette valeur varie spatialement. Et si on se prend du coup une vision locale au large de la péninsule de Gavre qu'on a étudiée, donc on était plutôt sur une valeur inférieure à 2,2 mm par an. Ce qui signifie qu'à des échelles de 2050 ou 2100, on a environ entre 10 et 20 cm d'augmentation moyenne du niveau de la mer. Donc la manière dont on a construit la méthodologie de calcul des hauteurs de submersion, ça a été de prendre en compte cette montée du niveau moyen des mers, de positionner le modèle numérique de terrain qu'on a calculé sur la situation médiane de l'océan. Donc on a calé le niveau terrestre sur le niveau moyen des mers, que l'on calcule aussi grâce à toutes les données d'observation des océans depuis 30 ans. Et on a ajouté à cela aussi l'effet de tempête décennale calculé sur une vingtaine d'années de modélisation bidimensionnelle de la dynamique haute fréquence de l'océan, donc mélangeant marée et tempête, pour pouvoir faire un calcul statistique de surcote avec une période de retour de 10 ans. La méthode qu'on a utilisée est une méthode simple, statique, qui compare en fait les hauteurs d'eau à la marge, à l'interface terre-mer avec le modèle numérique de terrain,
C'est un premier niveau d'évaluation du risque qui permet d'identifier sur les territoires les zones les plus favorables ou en tout cas nécessaires à étudier, avec une approche plus complexe qui nécessite des modèles hydrauliques qui pourront du coup être mis en place par des bureaux d'études ou des équipes de recherche. C'est dans ce cadre-là qu'on a collaboré avec le BRGM qui a testé de leur côté l'usage de modèles numériques de terrain provenant de l'estimation satellite dans leur chaîne de modélisation très fine locale. Au final, on a considéré 24 scénarios différents en combinant 3 scénarios de montée du niveau marin, donc considérant l'observation satellite altimétrique comme je viens de vous l'évoquer. On a aussi pris en compte 2 scénarios du GIEC pour pouvoir accompagner les territoires aussi sur cette prise en compte de cette information. On a considéré 4 échéances temporelles de 2030 jusqu'en 2100 et on a considéré 2 situations avec ou sans tempête décennale. Vous avez ici un exemple de carte d'aléas, donc à gauche sans tempête, à droite avec tempête, en prenant en compte une tendance de montée du niveau moyen des mers du GIEC, le niveau le plus pessimiste, et vous avez les années qui défilent. On voit que sans l'effet des tempêtes, donc à gauche, la presqu'île de Gavre est faiblement impactée, juste sur les zones intertidales qui sont du coup aujourd'hui avec des enjeux moindres. En revanche, lorsque l'on prend en compte les tempêtes, qui est aujourd'hui finalement ces situations d'événements extrêmes qui sont les plus celles qui vont impacter le plus rapidement les territoires côtiers à cause de cette montée lente du niveau de la mer, on voit qu'effectivement à des échelles déjà 2030, on a des parties qui sont intérieures qui sont potentiellement touchées. Il faut savoir que la méthode de calcul est une méthode de l'aléa qui est en général qui surestime par rapport aux modélisations précises hydrauliques les événements, en particulier quand il y a des phénomènes de franchissement de vagues, ce qui est le cas à Gavre, le modèle là ne les représente pas. On ne s'est pas arrêté à l'aléa, on a également travaillé sur construction d'indicateurs de risque en prenant en compte les enjeux locaux et en essayant d'insérer les observations satellites aussi dans cette estimation des enjeux. On a considéré 5 types d'indicateurs, 5 types d'enjeux, donc l'enjeu humain, l'enjeu socio-économique, l'enjeu environnemental et patrimonial, et aussi combinant l'ensemble de ces problématiques. Sur l'enjeu humain, donc nombre d'habitants et taux de population vulnérable, on s'est uniquement basé sur des bases de données exogènes locales. Par contre, sur l'enjeu socio-économique, on a pu s'appuyer sur des cartographies d'occupation du sol qui proviennent d'observations satellites optiques et donc qui permettent aussi de pouvoir caractériser le niveau de risque dans des zones où on n'a pas d'information locale. On l'a combiné dans le cas des 2 territoires français avec le nombre d'emplois, le nombre d'entreprises et le nombre de nuitées qui sont disponibles dans des bases de données locales, mais voilà, on peut aussi le faire sans. Et en ce qui concerne les indicateurs environnementaux et patrimoniaux, on a pris en compte la présence ou non de zones naturelles protégées ou de sites classés ou inscrits comme patrimoine national ou international. La classification du risque s'est faite sur une échelle assez classique de 1 à 5 avec des critères propres à chaque enjeu. Vous avez ici donc le résultat pour le scénario donc incluant les tempêtes et avec la montée observée par satellite altimétrique depuis les 30 dernières années et projetée sur le long terme, sur l'échéance 2050. Donc en haut à gauche, les hauteurs d'eau estimées entre 0 et 1,5 mètres. Et sur les 5 autres panels, les enjeux associés. Donc sur l'enjeu humain, sur l'enjeu socio-économique, environnemental et sur un site patrimonial situé sur la péninsule et la combinaison de tous ces enjeux, on voit qu'au final, le niveau de risque reste relativement bas sur la zone. L'ensemble de sa cartographie a été mise à disposition des 2 territoires de démonstration par le biais d'une plateforme interactive qui a été en fait co-construite avec les acteurs engagés autour de nous. Vous avez ici un
une sortie d'écran de la plateforme sur la péninsule de Gavre, où on peut du coup jouer... non, c'est comme ça. On peut jouer avec les différents scénarios, si on prend en compte les tempêtes ou pas, à quelle échéance temporelle on veut se positionner. On peut choisir le type de scénario de montée du niveau moyen des mers et si on souhaite regarder uniquement l'aléa ou les différents risques que j'ai présentés précédemment. Et pour conclure, en fait, depuis donc le projet, j'ai peut-être pas dit en introduction, a été réalisé entre 2020 et 2021. Depuis, on a continué à travailler en interne sur la partie modélisation numérique de terrain, confirmer les niveaux de précision qu'on peut avoir à partir des images satellites. Et on a également fait un pas en avant avec la chaîne de calcul et la chaîne de traitement, en l'appliquant à plus grande échelle, mais avec une résolution réduite, en s'appuyant sur un MNT global, en essayant d'ajouter de nouveaux composants, en prenant en compte le mouvement vertical du sol, donc les zones de subsidence qui peuvent impacter certaines zones côtières plus particulièrement, et changer drastiquement l'impact de la montée du niveau moyen des mers. On a pris aussi en compte l'accélération observée dans les observations satellitaires altimétriques sur cette montée du niveau des mers. On a ajouté des nouveaux scénarios du GIEC, en particulier avec la sortie du dernier rapport récemment. On a ajouté l'effet des vagues dans les événements extrêmes en prenant l'effet du setup. Et on a aussi commencé à travailler sur un produit expérimental projetant des positions futures du trait de côte à partir d'estimations disponibles dans la littérature sur cet aspect-là. Et on a construit une nouvelle interface et c'est un produit qui va dans le cadre d'un projet ESA. Et c'est un produit qui va être mis à disposition très prochainement dans une phase de démonstration avec une nouvelle interface graphique comme je viens de l'expliquer. Et voilà, si vous êtes intéressé pour avoir accès à ces informations-là, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà, j'ai terminé. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les deux produits sur les adresses web que je vous mets là. Merci.